Swear. Let's go, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. Rust, Guillaume, toujours au rendez-vous puisque Polydomson ne sait pas où il est. Hein. Bon, il est parti la chasse aux champignons, on sait pas. Mais... Exactement, il arrivera vraisemblablement en cours de route. Bon, alors cette semaine, on va parler de Deontay Wilder versus Dominic Breazeale. Et donc, Deontay Wilder qui a explosé véritablement son challenger, qui défend sa ceinture WBC pour la 9e fois de suite. Et là, ça va être d'ailleurs le titre du podcast, légèrement putaclic, mon cher Rust, avec quelqu'un qui nous a écrit sur Stéphane, je crois, qui nous a écrit sur Instagram. Messieurs, je n'avais jamais vu ça depuis Mike Tyson. Alors mon cher Rust, hot take, ou est-ce qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans ? Il y a carrément du vrai. En fait, il y a carrément du vrai parce que il y avait quand même très longtemps qu'on n'avait pas eu un champion. Je me souviendrai toujours de cette citation, tu vois, des gens qui disaient quand tu vas voir un combat de Tyson, tu vas pas voir un combat, tu vas voir une exécution. Exactement. Et ben là, c'est vrai qu'on a un peu ce ressenti, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si Wilder n'est pas contre un mec soit Joshua, soit Fury, parce qu'il a défoncé tout le monde. Maintenant, on va probablement lui mettre des amuse-bouches et ce sera des exécutions vraisemblablement à chaque fois. Là, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que je me permets de rentrer direct dans le vif du sujet, mais je ne l'ai même pas trouvé bon. Alors là, peut-être qu'on va me crier dessus, j'en sais rien. Sa défense, je l'ai trouvé vraiment pas bonne du tout. Je l'ai trouvé qu'il n'était pas nécessairement précis et précautionneux non plus. Précautionneux, voilà, il reculait en ligne droite avec ses mains comme ça. C'était super étrange. Et pourtant, parce que ce mec est un putain de super-héros. Enfin, c'est le real life Black Panther. Il suffit d'une tarte et c'est terminé. Et ça a été le cas. Et de voir quelqu'un d'aussi excitant qui vient pour terminer aussi vite qu'il le peut, eh ben, j'avoue qu'on n'avait pas vu ça depuis Tyson. Disons qu'il y a forcément, même dans les niveaux régionaux, des gars qui arrivent à faire ça, mais au plus haut niveau et pour un champion, franchement, eh ben, je suis d'accord avec Stéphane. Et surtout, ce qu'on disait au préalable du podcast, moi, ce que j'adore avec ce mec-là, c'est que voilà, le combat contre Breazeale, c'est un peu comme celui qu'il va avoir avec Tyson Fury Schwartz, c'est un combat que personne ne veut voir, puisqu'on attend vraiment, on les choque, soit la revanche pour Wilder, ou soit le combat contre Joshua. Donc voilà, donc ça, on reste dans tous les cas sur notre fin, on est là, ouais, putain, le mec continue de combattre des no-maudits, mais voilà, l'avantage de Wilder, c'est qu'on sait que peu importe contre qui il est, comme quand il avait affronté Steven, le mec vient à chaque fois pour chercher le chaos. Il le dit avant, dans tout le build-up de fight, j'arrive, j'aimerais avoir un mort à mon bilan, j'aimerais, c'est le seul sport où tu as le droit de tuer un mec, c'est mon droit et tout le monde le critique, il dit ça va se terminer par chaos, comme ce que tous les mecs font finalement. Après lui, c'est un petit peu plus intense, comme tu disais précédemment, sauf qu'une fois que la cloche retentit, c'est parti, le mec arrive et il arrive vraiment pour le chaos. Donc je suis entièrement d'accord avec toi là sur ce combat, c'était clairement n'importe quoi, mais le mec arrive, il balance parpaing sur parpaing sur parpaing et ça tombe. Et aussi, moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que je pense que ça devient de plus en plus dur pour n'importe quel adversaire de se dire putain, je vais affronter ce mec-là, parce que c'était pas propre du tout, mais tu te dis, le mec veut vraiment me buter, il veut m'arracher la tête. Non seulement il veut m'arracher la tête, mais en plus, vraiment, ça doit être une des perspectives les plus flippantes que tu puisses imaginer, parce que tu te dis, ça veut dire que, un peu à la Fury, tu vois, c'est-à-dire que ce mec-là, je peux littéralement lui rouler dessus parce que je suis plus puissant, plus technique, plus intelligent, que j'ai un meilleur game plan, etc. Jusqu'au 12e round, Thanos. Oui, c'est ça. Ça doit être terrifiant de se dire ça. T'es jamais à l'abri. Non seulement t'es jamais à l'abri comment dire, du toucher de la mort, et en plus de ça, le mec est incassable mentalement. Ça doit être terrifiant de savoir que tu combats Wilder. Franchement, c'est énorme. Ça fait plaisir, et je suis d'accord que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que là, voilà, le mec apparaît de plus en plus effrayant. Léger bémol pour ma part, moi c'est vraiment ça qui m'a un petit peu attristé, c'est que au Barclays Center, ils avaient mis Luis Ortiz, tu vois. Donc après, il y a un mec aussi qui nous a écrit, je crois, c'était en commentaire, prochain combat contre Joshua. Vraisemblablement, quand t'as Luis Ortiz et que ils essayent de faire le combat contre Luis Ortiz, c'est qu'on aura une revanche, donc ce sera pas encore le combat qu'on veut. Mais là, ce qui se disait, c'est que ce sera plutôt 2020. Et moi, ce qui me fait peur pour ça, c'est 2020. Deontay Wilder, il aura 35 piges.
Tu vois, tout semble. Joshua, je Ouais. pense qu'il joue un petit peu la montre et qu'il se dit, ouais, un Wilder à 35 ans en 2020, vraisemblablement, il y aura eu à cette époque-là la revanche contre Fury, plus de 3 top contenders, il commencera un petit peu à accuser le coup. Même si Eddie Hearn, j'ai vu ça il y a quelques heures, a dit que et il a mis les mots donc en anglais must, it must be next. Ça doit être le prochain. Est-ce qu'on fait confiance à Eddie Hearn, qui est un redoutable requin? Non, évidemment. Mais si on devait en croire ses mots, il a l'air motivé Oui. après que Joshua ait fait quelques braquages à la banque sur ses 2 derniers combats. Eh ben, sur tous ses combats en fait. Non, Eh et ben, puis Joshua, mine de rien, il y a aussi pour moi le côté Joshua. oula, Parce que Povetkin, c'était dangereux pour lui. Tu m'entends, reste? Ouais, ça reprend très ouais, bien. j'ai eu un petit dégueulis, mais ça va. Dégueulis. Bon, on est reparti. Oui, il y a eu le combat contre Povetkin était quand même assez tendu pour lui, contre Takam aussi, mais c'est vrai que ce ne sont pas des noms. Et concrètement, depuis Klitschko qu'il avait battu en avril 2017, il n'y a pas eu ce nom. Donc, faut quand même, quand tu es un combattant du standing de Joshua, donc à savoir la plus grosse superstar de la division, faut quand même, tu vois, rappeler au monde que j'ai ces noms-là, j'ai ces méga fights. Et là, pour lui, Wilder, il a eu Fury, il a eu les Ortiz, donc là, il faut que lui aussi ait ce super fight, et on le veut tous. Donc Ouais. voilà, et d'autant plus que mon cher Ross, peut-être que tu pourras poursuivre là-dessus parce que c'est vrai qu'on en parle énormément ensemble. Là, Wilder gagne enfin du poids et là, il est arrivé, je crois qu'il était à 6 kilos de plus que lors du combat contre Fury. Donc ça devient un Ouais, vrai poids lourd. ouais. Et alors là, attention les yeux, quoi. Enfin, ça veut dire qu'ils font les choses correctement. C'est quand même. En même temps, c'est vrai que tu te dis, il y avait évidemment, il y a toujours à améliorer la technique, ça c'est évident, et jusqu'à la fin de ta vie. Mais si en plus ils commencent comment dire, à optimiser la morphologie de Wilder pour que, en plus de ça, il passe de croiseur à porte-avions au niveau de la dimension qu'il apporte et de la puissance. Alors, est-ce qu'il perdra en rapidité? Non, je pense pas. Enfin, sans déconner, de toute façon, là, visiblement, on n'a pas pu voir grand-chose, mais je pense pas que 6 kilos altéreront vraiment, surtout qu'il fait 2 mètres, donc de toute façon, et qu'il est extrêmement athlétique. Je pense pas que les 6 kilos en plus qu'il a pris affecteront quoi que ce soit au niveau de ses performances, hein. Enfin, vraiment, là, je pense que c'est que du bonus vu la silhouette qu'il a et vu comme vu comme il est athlétiquement, c'est que du bonus. Donc, je sais plus quel était le point que tu citais, mais C'était sur le poids, mais c'était sur le poids. Ouais, bah voilà. Donc, alors là, franchement, je n'y vois mais aucun problème, hein. Aucun problème. allez. En tout cas, superbe. Le prochain combat, donc c'est Anthony Joshua qui combattra le 1er juin au Madison Square Garden. Donc nous n'y serons pas avec notre cher Ross, mais nous serons ensemble pour profiter de ce magnifique combat. Bien sûr. Bien. Et j'en profite Je pense juste qu'on. pour dire, j'en profite juste pour dire, en fait, tout simplement pour s'éviter peut-être quelques tomates sur la scène. Quand on dit que Takam et Povetkin ne sont pas des noms, évidemment, ce sont des noms connus des fans qui suivent un peu même la boxe de loin, mais ce sont pas des noms dans le sens, voilà, c'est pas le top 3 et c'est pas les noms qu'on met dans la même catégorie tout en haut du Mont Olympe, quoi. Entièrement d'accord. Donc c'est vrai que là, maintenant, voilà, on attend les méga fights pour Wilder, Fury, puis notre ami AJ. Bref, on va passer maintenant à l'UFC. L'UFC, on fera le One FC juste après. Donc l'UFC, donc Kevin Lee, RDA, Kevin Lee qui espérait venir, donc était attendu au tournant parce que c'est vrai qu'on avait reçu énormément de questions là-dessus sur ouais les gars, Kevin Lee, donc qui monte enfin en welterweight après donc sa défaite par décision contre Alea Quinta, c'était la revanche et il a dit trop c'est trop, je ne peux plus faire le weight cutting. Là ça y est, on va me voir sous un nouveau jour en welter. L'UFC qui disait ok mon petit bonhomme, on compte toujours sur toi, donc on te fait combattre RDA qui s'est transformé en gatekeeper ultime en welterweight puisque ses 2 dernières défaites c'était quand même contre Kamaru Usman et Colby Covington. Bon voilà, excusez du peu. Donc c'est des défaites en plus à chaque fois par décision, loin d'être humiliantes. Non. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le même Kevin Lee pour ma part quasiment qu'en lightweight, et ce qui est assez préoccupant, je trouve. Pour être tout à fait franc, j'ai même vu une pire version de Kevin Lee. J'ai trouvé le mental a lâché. J'ai trouvé que le mental avait lâché, ce qu'on ne voyait pas avant. Le mental a lâché. On voyait pas avant. Je sais même pas si on peut dire qu'on voyait pas avant parce que je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais même pour moi contre Alia Quinta, le mental n'a pas lâché dans le sens il n'a pas abandonné, mais
au bout de quelques rounds, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Enfin, tu sentais qu'il combattait, il était là et il n'abandonnait pas, mais dans les yeux, c'était un paysage lunaire. Enfin, il y avait rien. Moi, je parlais surtout de cette dernière tentative de takedown qui est terrible. Enfin, clairement, c'est désespéré à ce moment-là. Attends, je veux dire, c'est milieu du 4e round. Tu peux pas te permettre de faire ça et ensuite te faire prendre, enfin, clairement comme un débutant pour l'arm triangle choke. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça, c'est hyper triste. Tes débuts en welterweight, après avoir si bien dominé le combat, débuté, le combat, il commence, il claque le knockdown. Le knockdown. Il tape un knockdown sur le cher knockdown. Il y a eu, si je ne m'abuse. Alors attends, je reprends mes notes. Attends, mes notes. Je n'ai pas du tout souvenir d'un knockdown. Non. Alors, let me see. À la limite, je me souviens d'un head kick, même de deux head kicks de Dos Anjos qui ont un tout petit peu ébranlé vite fait Kevin Lee. Mais... Check. Je reprends parce que j'avais sauvegardé quelques highlights du combat. Si Internet veut bien. Alors, parce qu'ensuite, de toute façon, on va reprendre le temps que je retrouve mes trucs. Ensuite, effectivement, c'était l'inéluctable montée en puissance de RDA qui a vraiment trouvé le timing, fait marcher son jab, puis là, c'était terminé. Vas-y, poursuis sur RDA le temps que je retrouve. De toute façon, RDA, lui, on sait ce qu'il apporte. Il apporte une explosivité sur 5 rounds, ce qui est quand même extrêmement rare, doublé d'un volume et d'une diversité technique vraiment impressionnante. Donc de toute façon, et d'une relativement bonne défense de takedown, et il est solide, etc. Donc on sait ce que RDA apporte. De toute façon, dans le coin de Dos Anjos, en fait, on entendait Jason Purillo le dire, on sait que Kevin Lee ne pourra pas tenir ce rythme à 5 rounds, et effectivement, ils avaient raison. Et c'est vrai que Kevin Lee, en fait, ce qui est vachement frustrant, c'est qu'il est bon, il est très bon, mais il est au bout de quelques rounds, comme d'habitude, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et même moi, honnêtement, si je me souviens bien, j'ai trouvé que c'était au bout du second round qu'il était déjà extrêmement lent, qu'il était pâteau et que sa technique n'était même plus propre. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment déçu et que j'ai l'impression de voir presque un pire Kevin Lee que d'habitude. C'est que là, déjà, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'il était aussi sec, précis et rapide dans ses offensives qu'il ne l'était avant. Déjà, au bout du deuxième round, voilà, des cross patos, des mouvements imparfaits. Évidemment, un mouvement n'est jamais parfait, mais là, vraiment, il le lançait, il était à moitié déséquilibré par son propre goût. C'était vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était... Attends, vous enregistrez déjà, les gars? Déjà, on est sur Kevin Lee RDA, mon cher. J'arrive à pic, comme on dit. Non, mais parce qu'en fait, pour la petite histoire, parce que la vie de Polydamas fascine les fans, je sais, c'est la rançon du succès. Qu'est-ce que tu veux? Sont là, oui, exactement. C'est comme avec les chiens, il faut lancer un petit bout de viande sanguinolente de temps en temps. Tu vois. Non, mais je suis lâché. Non, ce que je voulais dire, parce que ça intéresse tout le monde, c'est que ça fait 30 minutes que je suis en train de batailler avec une ampoule dans ma chambre qui explose à chaque fois. J'ai failli foutre le feu à mon appart. Donc, c'est pour ça que j'avais pas de lumière dans mon appartement. Donc, j'ai dû trouver un remplacement. En tout cas, on voit. Alors, je sais pas ce que donne. Je sais pas ce que donne ton arrière-plan, mais le flou artistique est de toute beauté et empêche. C'est un peu comme tu sais les films où il y a des mauvais effets spéciaux. Tu mets un peu de flou et tout de suite ça passe un peu plus. Ouais, je sais pas. C'est celle qui est derrière toi, mais les gens s'en foutent de ce qu'on raconte. Mais je veux le savoir. C'est celle qui est derrière toi, l'ampoule? Non, mais en fait, en gros, j'ai pas de lumière chez moi, quoi. Comme il fait nuit. C'est quoi derrière là? Non, mais là, je suis en fait dans ma cuisine présentement. En fait. Quand je dis chez moi, c'était genre dans mon living, quoi. Tu vois. Oh là là, les professionnels, l'équipe de professionnels. C'est très très pro. Donc du coup, alors oui, que je te dise, Guillaume était en train de rechercher un hypothétique knockdown de Dos Anjos. À 4,42. Alors c'est un très léger. Alors je suis là, le problème c'est que évidemment nous sommes géobloqués par l'UFC, donc je vais sur l'UFC Fight Pass, enfin quelque chose de similaire pour retrouver le fameux moment du combat. Donc poursuivez. Il me semble que en fait, au-delà d'un knockdown, c'est plus un déséquilibre. Je crois que c'est parce que envoie un kick et il se prend un bras arrière en fait. Exactement. Donc c'est très léger. Oui, c'est très léger. Ouais, mais voilà. c'est pas une micro perte de conscience de Sanjos. Non. Pour moi, il touche juste le sol. Enfin, c'est un petit. C'est quelque chose. Quand je dis très léger, c'est
par exemple, Conor McGregor, Habib, ou très légèrement, Conor McGregor pousse les fleurs le sol. Voilà. Bien sûr. Non, mais En tout cas, donc, tout ça pour dire, c'est que Kevin Lee avait très bien démarré. Ensuite, Dos Anjos a trouvé le timing, le jab, et puis c'était terminé. C'était inéluctable. Et que je te mette aussi un peu au parfum, Polydomso, mon opinion sur ce combat, c'est que j'ai personnellement, même si malgré le fait qu'il monte d'une catégorie, j'ai vu un Kevin Lee encore pire que les versions précédentes en lightweight, personnellement. Je l'ai trouvé pâteau, imprécis, et vraiment, j'ai trouvé une technique pas belle à voir dès le deuxième round, dans lequel il semblait déjà commencer à gasser. Et on était d'accord avec Guillaume sur le fait qu'il n'a pas abandonné, mais il a craqué encore mentalement, quoi. Tout à fait d'accord. Il n'a pas fait une super transition en welterweight. Bon, cela dit, après, à sa décharge, faire sa transition contre un mec comme RDA, il y a des matchs d'entrée en catégorie plus faciles, je pense, d'un certain côté. De l'autre, moi, je suis très frustré en fait avec Kevin Lee. Je suis vraiment très frustré parce que on l'a hypé, on le survend, et je pense à raison. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, à la fois physique, à la fois athlétique, et il a beaucoup d'outils, quoi. Je pense que même en welterweight, il a un physique déjà qui est très intéressant. Il a une très grande allonge. C'est assez impressionnant, hein, pour quelqu'un de cette catégorie-là. Il est jeune, très jeune. C'est un bon lutteur, même, on peut même dire excellent, quand il n'est pas en train de puiser dans ses ressources. Mais moi, il y a un truc qui me frappe chez Kevin Lee, au-delà de son mental, qui maintenant, enfin, ça s'avère que dès que ça commence à être effectivement un très léger knockdown, mon cher Rust, attention. J'avais cru devenir fou, mais oui, c'était un très léger knockdown. Poursuivez, mon cher Polydor. Ben non, mais au-delà du coup de son mental, je pense pas que ce soit un mauvais mental, mais je pense que dès qu'il commence à creuser, tu vois, dans les réserves, c'est un peu plus dur, et il est frustré, et il abandonne pas le combat, mais il fait de mauvaises décisions à ce moment-là. Moi, surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il a, je pense, tendance à dégager sa stratégie très rapidement dès que les choses se compliquent un petit peu, en fait. C'est à la fois du mental et à la fois de la discipline. C'est un peu des deux, tu vois. Et le truc, c'est que il est capable d'avoir un super game plan, il est capable de se tenir à un truc si tout va bien. Genre, par exemple, contre Barbosa, tu vois, il a exploité les défauts de Barbosa. Il n'y a pas eu véritablement de résistance dure, tu vois. Là, dès que ça a commencé un peu à pêcher, qu'il n'a pas eu ses takedowns au début, que ça a creusé, qu'il a eu très brièvement le dos de Rafael Dos Anjos, mais qu'il n'a pas pu s'installer parce que Dos Anjos, c'est quand même c'est un fin renard, quoi. Tu vois, tu l'as pas comme ça, tu vois. Genre Dos Anjos, c'est difficile, hein, de l'exploiter totalement sur une des phases du combat. Tu vois. Tu peux pas complètement le distancer en striking. Au sol, c'est quand même un mec qui est très très bon, tu vois. Et même en lutte, grave. tu vois, genre il perd contre Colby Covington et contre Kamaru Usman, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, et c'est des mecs qui sont énormes en plus par rapport à lui. Peut-être moins Colby Covington, mais Kamaru Usman, c'est clair que c'est un mec qui est déjà beaucoup plus un welterweight que Rafael Dos Anjos. Donc dès que ça a commencé à galérer, moi j'ai beaucoup aimé par exemple les défenses de takedown de Dos Anjos. C'est marrant parce qu'il y a des étoiles qui s'alignent à un moment donné. On a vu la semaine dernière Rose Namajunas qui défendait le high crotch grab avec la Kimura, et Rafael Dos Anjos il l'a fait mais constamment. À chaque fois il commençait, à chaque fois que Kevin Lee rentrait en single leg ou en high crotch grab, directement il installait la Kimura en menace, et puis si Kevin Lee essayait de combattre la Kimura, il replaçait ses crochets en dessous des bras. J'ai trouvé qu'il était incroyable de discipline à ce niveau-là. C'était était super. Et tu vois, genre, c'était dans les 2 premiers rounds, et les 2 premiers rounds étaient très disputés. On pourrait même faire l'argument que le premier round allait dans le sens de Kevin Lee. Et après, Kevin Lee, je trouve qu'il a envoyé toute sa subtilité par la fenêtre, il l'a dégagé, et après, il essayait de spammer les takedowns, et ça fonctionnait pas, et ça le frustrait, et ça fonctionnait pas, et ça le frustrait, et il se fatiguait, il s'épuisait, et il prenait des coups, tu vois. Alors qu'au début, sur les premiers échanges, il était devant Dos Anjos, parce qu'il a une plus grande allonge, il est un peu plus rapide, il est un peu moins âgé dans sa carrière que Dos Anjos. Donc il a vraiment un problème, je pense, de frustration. Quand ça va pas dans son sens,
Là, pour le coup, on peut dire que c'est vraiment un bully, hein, Kevin Lee, tu vois, mais au sens psychologique du terme, tu vois, genre bully. Genre, il y a un problème avec. Ah ouais. Non, mais Arnaud. c'est que Rust a des problèmes avec l'anglais, c'est Oui, c'est ça. Non assez mais, non mais les gars, vous avez rien entendu de bizarre là Non, franchement, non, j'ai rien l'impression que entendu. depuis tout à l'heure, le son, c'est carnaval là. Enfin, j'ai eu un espèce de truc. Mais bon, ok. Il y a un petit écho du côté de notre cher Polydomso, car en Et réalité, c'est il n'est parce pas dans qu'il est sa dans sa cuisine, mais cuisine. aux toilettes. Ouais, mais bon. Mais sinon, Et- alors poursuivez, Rust. Ouais, moi, je voulais poursuivre sur le fait que Kevin Lee aussi, il y a un truc que je comprends pas chez lui, c'est il a un style. J'ai l'impression que donc il continue avec ce style et particulièrement, c'était le cas hier. Enfin, pendant le UFC Rochester. Il est extrêmement puissant et explosif sur les premiers rounds, mais en même temps, il a un style où il y va avec du volume. Et j'avoue que je ne comprends pas ce style. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y va, il met de la puissance, et le premier et le second round, c'était ça, il met de la puissance, et il envoie les chevaux, mais pas non plus à fond. Donc, donc il n'a pas vraiment eu d'effet contre Dos Anjos. Il n'a pas été mis en danger, Dos Anjos. Et en même temps, il ne garde pas suffisamment sous le pied pour être frais dans les rounds 3, 4, 5. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il gère son énergie, Kevin Lee. Parce que dès le début, il était vraiment peut-être à 90%, il était vraiment à fond au niveau de puissance qu'il envoyait, mais pas à 100%. Donc, il ne se donnait pas toutes les chances possibles de mettre hors d'état de nuire Dos Anjos. Et en gardant un volume qui a fait que, évidemment, c'était sûr qu'il allait se crever. Je comprends pas. Mais peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça, peut-être qu'honnêtement, moi je pense que du côté de son com, peut-être qu'ils se sont dit, bah enfin tu vas te débarrasser de tous tes problèmes de cardio, peut-être qu'aussi c'est un mec, tu sais, comme il est assez jeune, tu vois, tu as ce côté réseaux sociaux et tout, il s'est dit, ça va bien se passer, j'en garde, comme tu dis, 90%, il gérait vraiment, et je pense qu'il s'est pas attendu à être attrapé finalement par le cardio, et deux, avoir un RDA qui se soit aussi bien adapté. Et puis qui, lui, pour le coup, n'a pas du tout flanché. Ouais. Donc forcément, ça fait beaucoup. Et surtout aussi, après peut-être ça, pour Kevin, il jouait quand même énormément sur ce combat-là. Parce que mine de rien, là, c'était pas le combat de la dernière chance, mais enfin si, de la dernière chance, dans le sens dernière chance, en tant que top fighter, et que les gens se disent, comme ce que disait Polydoms au début, bah on l'a hypé, on considère comme le futur de l'UFC, futur champion. Là, ça fait 2 défaites à chaque fois contre des gars qui sont très solides, mais pas dans des runs vers le titre. Donc vraisemblablement, pour lui d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en première réaction sur ses réseaux sociaux, je vais me poser et réfléchir à ce que je vais faire pour la suite. Donc ce que je vais faire pour la suite, soit grosse pause ou soit retraite. Donc pour lui, il se rend compte aussi que peut-être une page se tourne. D'autant qu'en plus, là pour le coup, c'était pas vraiment un traquenard pour lui, parce que encore Iaquinta, le match-up il était compliqué, parce que Iaquinta c'est un mec qui défend très bien en lutte, qui est increvable et qui va te. On a l'impression que je parle de Rafael Dos Anjos, mais Rafael Dos Anjos il a quand même le défaut que quand tu l'agresses vraiment constamment en lutte, tu peux l'étouffer, tu vois. Il y a beaucoup de combattants, le premier à avoir vraiment exposé ça, c'était Khabib Nurmagomedov. Du coup, en fait, je pense que les gens se sont dit quand même, il était favori pour ce combat. Il est plus jeune. Rafael Dos Anjos, il était sur 2 défaites d'affilée contre des lutteurs. Donc, en fait, quand tu avais juste sur le papier, quand tu avais les données sur le papier, tu te disais, bon, bah, normalement, c'est Kevin Lee qui doit transformer l'essai. Il doit y avoir un peu un passage de relais entre les deux ex-lightweight, tu vois, qui font leur transition au welterweight. Et normalement, ça se passe bien. Là, vraiment, je pense que ce combat, ça signe un peu la fin de prétention pour être dans la discussion pour un éventuel titre là pour au moins les 3 ou 4 prochains combats si ça se passe bien. Il faut vraiment qu'il reparte dans le pool. Moi, il y a une raison que je voudrais invoquer aussi et qui, pour moi, n'est pas une raison anodine, même si elle n'a rien à voir avec son cheminement au niveau de la carrière. Il a eu un entraîneur qui était un père pour lui, un père de substitution de son propre aveu, Robert Follis. Et ce mec-là, Robert Follis, qui était vraiment, donc c'était non seulement son coach, mais son mentor et son second père en fait. Il a même été s'entraîner à Las Vegas avec lui, juste pour être sous son égide et passer plus de temps avec. Et ce gars-là s'est suicidé il y a quelques années. Et depuis ce moment-là, ça peut pas ne pas être lié. Kevin Lee, bah, c'est un peu, il a l'air d'être un peu perdu, il progresse plus vraiment à mon sens.
il sait plus trop ce qu'il doit faire et où est-ce qu'il doit donner de la tête. Donc voilà, c'est une raison extérieure, mais je la lance quand même dans tout ce pool de raisons parce que ça peut pas y être étranger à mon sens. On suivra en tout cas tout ça avec attention, messieurs. Bien, maintenant on va passer au One FC. One FC et notre cher Sage Northcutt qui a subi 8 fractures au visage. On avait prévenu contre Cosmo Alexandre que ça allait être chaud parce que oui, c'est vrai que vraisemblablement accueillir Sage Northcutt au One FC, donc One FC maintenant on connaît au niveau du weight cutting, c'est complètement différent pour les mecs. Là, il affrontait un expert en kickboxing. Sage Northcutt étant lui-même un expert en kickboxing et ses 2 défaites précédemment c'était à chaque fois par soumission donc au sol, là il est tombé contre un mec clairement qui l'attendait, qui plus est dans un ring et ça a duré 29 secondes sur le premier coup échangé du combat, premier échange, boum il se fait drop sur un crochet et ensuite il se prend un petit hammer fist et ça y est terminé, donc vraiment KO flat KO pour ce pauvre Sage Northcutt. Premier KO encaissé en carrière. Et comme le disait Rust, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé quand il y a eu cette défaite. Non, mais c'est... C'était là encore une fois une embuscade quand même. Cette histoire. Le UFC, franchement, sans déconner, c'est l'embuscade FC. Tous les combattants qui sont venus de l'UFC au One FC, il y a eu soit une grosse sueur froide où tu te dis mais putain mais c'est pas possible, il y a un problème, soit c'est entre 4 planches de sapin comme non mais surtout cette soirée là. Enter the Dragon, Enter the Traquenard. Moi, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Non, mais bon, déjà, il y a la typique One FC. Tu sais jamais c'est quoi les règles du One FC. Ils changent le format, ils foutent un ring à un moment donné, puis ils remettent un octogone. Ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, honnêtement, moi, je trouve sans règles. C'est quand même. À ce compte-là, ils devraient mettre un système, tu sais, où tu tires au sort les règles avant le combat. C'est une roue de la fortune, là, tu vois, genre pas le droit. C'est vrai que j'avais pas le droit au kick, pas le droit, tu sais, genre, ce serait assez étonnant comme système, mais honnêtement, au point où on en est, franchement, il devrait carrément faire ça, assumer la blague jusqu'au bout, parce que... Et là, en vrai, tu vois, genre, pour Sage Northcutt, déjà, un ring, tu vois, pour quelqu'un qui vient du karaté contact américain, déjà, un ring, tu lui enlèves 20 points d'habilité, quoi, au mec. Parce que, tu vois, le déplacement, quand tu es dans cette position de karatéka, tu vois, et que tu dois cutter des angles, des accès pivotés, quand tu as des putains d'angles droits à chaque coin, ça limite grave ton déplacement. Et là où il s'est fait choper, c'est ça, c'est quand il veut sortir, en fait, plus ou moins, je crois, d'un des coins, et il se fait choper sur le bras arrière de Cosmo Alexandre. Cosmo Alexandre, il n'a même pas eu à faire grand-chose, quoi. Il a juste poussé, tu vois, genre... C'est ça qui m'a tué, en fait, moi, le plus, c'est... J'ai pas compris à quel point ça avait été facile, parce qu'il n'y a même pas eu de setup de Cosmo Alexandre. Littéralement, il a fait un pas, et il a mis son crochet, et c'est passé. Vraiment, j'ai pas compris. Alors, ok, Sage Northcutt, mais il me semble un semblant de jab au même moment. Mais sans déconner, vraiment, c'était le niveau 0 là. Non, mais tu vois, très très mauvais. Bon, déjà, Cosmo Alexandre, c'est un énorme vétéran en kickboxing. Je trouve il a, tu vois. Et 37 piges, genre 70 combats. Et bon, je vais balancer. Il restait sur une défaite avec un uppercut de l'espace de Nicky Holzken au NFC. Voilà, tu vois, c'est un mec qui combat Nicky Holzken. Déjà. On se rend compte, qui est quand même un lourd champion quand même du Glory, détrôné par notre Cédric Doumbé national. On peut se la péter là-dessus. Tu vois. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un champion, un vétéran de kickboxing. Et bon, là, je vais balancer un peu un truc polémique, mais de vrai kickboxing, tu vois. Genre, parce que tu dis kickboxing, Sage Northcutt. Avec tout le respect, j'ai rien à dire, tu vois, genre Sage Northcutt, il m'explose avec une jambe et un bras attaché dans le dos, il n'y a pas de problème, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que... une organisation mondiale, quoi. Voilà, c'est ça, le format de compétition de kickboxing américain, il y a très peu de mecs, très peu de gens, très peu de compétition, et c'est un format très restrictif où tu n'as pas le droit au low kick, tu as tout un tas de règles spéciales qui font que si tu fais que ça, en fait, pour faire une analogie, c'est comme si tu venais que entièrement du taekwondo et que d'un coup tu faisais la transition en kickboxing, tu te ferais massacrer, tu vois. Genre, si tu fais pas un peu de boxe à côté, si tu fais pas un peu de kickboxing pour t'entraîner au low kick, tu vas te faire torcher le cul, tu vois. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est la dure loi
de la compétition, tu vois. Et là, c'est un peu ça qui est arrivé à Sage Northcutt, je suis désolé de te contredire, mon cher Guigui, c'est pas son premier KO à Sage Northcutt, il s'était fait mettre KO en amateur, en MMA, mais il s'était pris un KO un peu similaire. mais ils me vénèrent les mecs là aujourd'hui. Oui, mais je voulais dire en professionnel, oui, bien entendu. C'est comme si on disait que Tony ne s'est jamais pris de KO ou qu'Anthony Joshua ne s'en est jamais pris non plus. Voilà. Oui, c'est vrai. Il n'avait jamais pris de KO, mais puisqu'on en est à titiller le Grizzly, il s'était aussi pris des knockdowns dans ses combats UFC, des énormes knockdowns. C'est vrai. Ouais, donc bon, c'est malheureux pour Sage Northcutt, d'autant qu'en fait, en plus là où c'est terrible, c'est que il n'a pas eu du tout le temps d'exprimer quoi que ce soit, quoi. C'était rien clairement. Donc bon, je lui souhaite quand même une bonne récupération et qu'il ait des match-ups un peu quand même, les gars. Quoi? 8 fractures, c'est ça, c'est que ça veut dire une absence de minimum 6 mois, et encore en étant sympathique. Ouais, et puis c'est vrai que c'était sévère. De toute façon, quand sur les réseaux sociaux, le lendemain d'un combat, il sort une photo de la radiographie du visage, c'est comme quand il y avait eu le KO Michael Page contre Cyborg Santos. Quand il montre une radio où Mark Hunt, Stefan Struve, tu sais que la carrière sera pas vraiment la même après, tu vois. Complètement. Et là, pour Sage Northcutt, je sais pas ce qu'il fait après. Mais c'est pas évident. Au-delà du physique, ce qui est déjà pas une petite chose de laquelle il faut revenir, mais au-delà du physique, après s'être pris un KO comme ça, je pense que t'as pas la même confiance quand tu rentres sur le ring la prochaine fois, quoi. Enfin, évidemment, mais pour un mec aussi jeune que Sage Northcutt, qui avait même pas encore eu le temps vraiment de faire ses preuves ou que ce soit finalement, parce qu'à l'UFC, il est arrivé à 19 piges. Il a eu quelques combats en demi-teinte et on n'arrêtait pas de dire mais c'est parce qu'il est très jeune, parce qu'il est très jeune, parce qu'il est très jeune. N'empêche qu'il n'a jamais vraiment décollé. Il arrive au ONE FC, il se prend mais vraiment littéralement mais la pyramide du Louvre sur la tempe et il est laissé pour mort. Je ne sais pas où il va à partir de là en termes de confiance, en termes de direction de carrière, etc. Mais c'est vraiment c'est dur pour lui, quoi. Ah oui, c'est compliqué, hein, mais après c'est la spéciale ONE FC. Peut-être qu'on peut parler de notre très cher, on en a déjà parlé dans plusieurs podcasts. C'était Gary Tonon qui poursuit, donc là qui est à 5-0. Oui, après on parlera, on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais là c'est pour pas perdre nos auditeurs les plus fidèles qui ne seraient peut-être pas forcément amateurs de kickboxing ou de stand-up tout simplement. Donc là, Gary Tonon qui poursuit ses débuts parfaits, il passe à 5-0. Là c'était superbe, vraiment superbe. En quelques secondes, single leg, ensuite heel hook, vraiment emballé, c'est pesé. Donc combien de fois? 5 fois vainqueur des Daily Bravo Invitational Tournament déjà? Un truc comme ça, ouais. Oui, enfin bref, il a parfaitement réussi sa transition. Là, il passe à donc 5-0. C'est, je crois, 3 soumissions, 2 KO. Bon, toujours contre des combattants assez sombres. Hein. Là, il était contre un mec qui était à 12-5 ou 13-5. Mais il valide et petit à petit, comme ça, il gagne en expérience. Et franchement, ça me fait penser un peu à Kron Gracie quand il était au Rising. Il combat pour l'instant des mecs qui ne sont pas les top fighters, mais c'est une superbe transition. Et maintenant, voilà, on espère que ça se poursuive, messieurs, allez-y. Absolument. Vas-y, je t'en prie. Non, moi je suis content parce que c'est cool que justement on lui laisse le temps de faire sa transition. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens, tu vois, c'était Roger Garcia, je crois que c'était ça qu'on lui est arrivé, on l'avait déjà foutu directement contre des mecs, contre des King Molawal, tu vois, genre histoire de vraiment tuer toute perspective de carrière pour quelqu'un comme ça. Alors que peut-être que si on lui avait laissé le temps de se construire, d'évoluer, tu vois, d'incorporer de nouvelles trucs dans son entraînement, tu vois, de gagner un peu sa confiance aussi en striking et tout, il aurait peut-être fait une meilleure transition. Moi, je suis content. Gary Tonon, ça a l'air d'être quelqu'un qui est bien encadré, bien dirigé. Il est dans un camp hyper solide quand même. Enfin, le camp Renzo Gracie, John Danaher, les mecs savent ce qu'ils font. Il y a eu Georges Saint-Pierre qui est passé dans le coin, donc ils connaissent. Ouais. Non, c'est clair, c'est ça, il est bien entraîné, puis surtout, il grille pas les étapes, quoi. Un combat après l'autre, il monte, tu vois, et puis le prochain combattant, et en plus, enfin, tu vois, il va gagner de la confiance. Moi, je trouve qu'en plus, en striking, maintenant, bon, il y a encore beaucoup de trucs à parfaire, mais il s'améliore de combat en combat, donc honnêtement, moi, je suis content. Je suis même presque plus content et confiant pour Gary Tonon alors que je l'adore, ce mec, que je ne le suis pour Kron Gracie. Parce que j'ai l'impression que Gary Tonon,
il fait les Je choses. pense que la Terre est ronde, oui, effectivement. Ouais, bon, Cron Gracie, hein, ça c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai que Gary Tonon, j'ai l'impression qu'il franchit toutes les étapes dans le bon ordre et à bon espacement au niveau des haies, tu vois. C'est vrai que debout, eh ben, il prend le temps, il est contre des adversaires qui ne sont pas du niveau de ce qui sera à l'UFC, etc. Mais du coup, il en profite pour se tester debout. Ce que n'a pas nécessairement fait Cron Gracie. Et c'est vrai que Cron Gracie, on l'a vu contre Alex Caceres, bah, il a gagné, mais on n'a pas été impressionné par son stand-up ni quoi que ce soit. Et peut-être parce que ça dépend évidemment des méthodes d'entraînement, etc. Mais là, pour Gary Tonon, j'ai l'impression que, en revanche, c'est sans bavure. Il prend le temps de pouvoir se développer debout, il prend le temps dès qu'il veut finir le combat, dès qu'il commence au premier bâillement, bon allez, je vais dans les jambes, c'est bon, j'ai gagné. C'est vraiment, ça fait plaisir et je pense qu'il aura vraiment pas mal de succès. Eh oui, en tout cas, on vous tiendra au jus de ces différents combats. Donc le One FC, on va poursuivre parce que c'était tout simplement une carte magnifique qui avait lieu en plus le vendredi, diffusée en direct et en toute légalité sur YouTube et Facebook. Et on a vu le GOAT, Giorgio Petrosyan, qui s'est fait battre par split decision, messieurs. C'était vraiment le traquenard cette soirée. Et pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde a pris, ouais. Nicky Holzken également. Nicky Holzken qui a pris tarot pour le coup. Nicky Holzken, c'était. Moi, c'est ce que j'avais dit à notre cher host juste après. C'est vrai que sa fin de carrière, je trouve que ça devient un petit peu compliqué. Ça commence à piocher physiquement dans des combats qui sont importants, mais c'est vrai que ça n'ajoute pas, je trouve, hein, pour ma part, à son legacy. Donc ça commence à devenir un peu dangereux, mais c'est vrai qu'on sait tous que les carrières en kickboxing, on atteint les sommets des carrières en MMA ou en boxe, donc forcément, faut amener un peu à graille à l'hameçonné. Ouais, c'est le malheur du kickboxing, je pense. Quand tu écartes la parenthèse qui a été le K1, tu vois, fin des années 90, début des années 2000, où tu pouvais en 30 combats t'acheter ta baraque, mettre de l'argent de côté, tu vois, et puis après rouler, tu vois, partir au soleil couchant. Là maintenant c'est un peu plus dur, les mecs sont obligés de continuer à combattre et tout, c'est assez impitoyable. Ce tournoi, ça a vraiment été le crépuscule des idoles, hein, honnêtement, parce que Yo Tsang Clay aussi, il est quand même passé à l'abattoir, hein, comme on dit. Clairement. C'est contre Sami Sana, donc on est content d'une certaine manière, donc ça va, tu vois, genre, mais bon, quand même, quoi, c'est en fait personne n'est éternel, quoi. Tu vois, c'est ça qu'il faut retenir de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, personne n'est éternel, mais le traquenard, il est tellement. Parce que là, par exemple, Yo Tsang Clay, c'est pas en Muay Thai qu'il s'est fait posséder, c'est en kickboxing. Et c'est là où. Alors, probablement, je ne sais pas comment se sont passées les négociations et tout ça, mais il y a le fait que une fois sur deux, c'est un ring, tu tires la pièce et ça dépend. Il y a le fait que j'adore le fait qu'il y ait du Muay Thai, qu'il y ait du kickboxing, qu'il y ait du MMA, qu'il y ait vraiment de tout. Mais c'est vrai que là, en règle kickboxing, Yo Tsang Clay face à un mec comme Sami Sana, c'est clair que c'était pas la même limonade, hein, et il s'est fait vraiment éclaté. Poncé. Donc c'est vrai que crépuscule des dieux et des idoles, c'est vrai. Après, ça note rien à la performance de Sami Sana. Moi, je trouve qu'il a fait un super combat contre. Ouais, bien sûr. Pareil pour celui qui a battu Petrosyan, Petchakrot. Je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Petchakrot, je ne veux pas écorcher son nom. Non, bah oui, mais c'est le problème. Hein, c'est le fait culturel. Qu'est-ce que tu veux Alors, il y a une petite controverse sur ce combat. Certains considèrent que Petrosyan a gagné. Moi, personnellement, je suis partagé. Je trouve qu'au mieux, c'est un draw. Au pire, effectivement, c'est une défaite de Petrosyan parce qu'il a ralenti. Sur le premier round, il déroule. Et dès que le Thaïlandais commence à accrocher, à rendre le combat un peu sale, à éviter les échanges, bah, il galère et il perd de sa superbe. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment emmerdé dans ce combat, c'est que c'est le plus mauvais Petrosyan que j'ai jamais vu. Hein. J'ai trouvé qu'il était à court d'idées, qu'il était très lent, qu'il avait vraiment beaucoup de mal à être précis. Que tout ce qui fait sa grandeur, c'est-à-dire savoir désaxer, éviter les accrochages, pousser, tout ça, ça a disparu dans ce combat. Il cherchait juste à placer son bras arrière. Et ben voilà, quoi, il a 34 ans, 35 ans, je crois, et il me semble 34 ans, peut-être. Et je sais pas, il a peut-être 90 combats maintenant. Et enfin, tu vois, encore une fois, quand tu as une longue carrière comme ça, que tu es passé par des combats très très difficiles, très très durs,
Petrosyan, il a fait plusieurs tournois aussi où il y avait plusieurs combats dans la même soirée. C'est déjà incroyable qu'il arrive à combattre encore à cette fréquence-là. Mais là, il va arriver, tu Mais il vois, face reste à des. jeune, c'est ça qui est compliqué avec lui. Ouais, mais en fait, faut pas calculer sur l'âge, faut calculer sur. Ah oui, le mileage, ah oui, complètement. Lui, tout à fait, tu vois, et il a quand même fait beaucoup de combats. Alors, d'aucuns diront que ouais, les Thaïlandais, ils en font 200, 300, certes. Déjà, c'est pas la même culture. Pour commencer, c'est des mecs qui font ça tout le temps. Et surtout, quand tu combats en Thaïlande contre d'autres Thaïlandais, sur 5 rounds, tu fais un round difficile. Ouais. Après, tu fais un round de chauffe, un round pour déterminer qui gagne, et après 2 rounds pour, tu vois, genre pour les bookmakers et tout. Tu vois, le reste, tu te coltines pas, tu vois, genre tu te mets pas tu fais pas la guerre, sauf si c'est pour un titre ou s'il y a des trucs en jeu. Mais comme les mecs combattent toutes les 2 semaines, de toute façon, c'est pas intéressant pour eux de se tarter la gueule, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ceux qui font du kickboxing, surtout comme Petrosyan, qui a fait plein de tournois où il y avait du blé et des trucs en jeu où les mecs se coltinaient, tu vois. Enfin, et donc voilà, donc je pense que là, il va rencontrer des mecs de plus en plus jeunes et qui auront de plus en plus faim. Ça va être de plus en plus compliqué pour lui. J'espère juste qu'il saura et qu'il a assez de blé de côté pour arriver à ces vieux jours. D'autant plus que la raison pour laquelle il faisait le tournament, c'était probablement pour le blé d'ailleurs. Donc merde pour lui, quoi. Et c'est vrai que la transition est parfaite par rapport au fait qu'il va un jour peut-être tomber sur un jeune qui va lui faire regretter d'avoir continué. Parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Nicky Holzken quand même. Parce que Rejan Hirsol, qui a 26 piges, lui a montré qu'il avait 26 piges, lui a imposé sa volonté, il était très bon techniquement. C'est marrant parce que ce combat, ça m'a vachement fait penser au combat Petrosyan-Andy Risti. C'était un mec très très traditionnel dans son approche, très très orthodoxe dans ses attaques, dans ses déplacements, etc. Et qui est tombé contre un mec qui faisait le combat de sa vie, qui avait des idées, qui était athlétique, qui avait du volume, qui était vraiment, il a livré une superbe performance, Rejan Hirsol, et vraiment, enfin, les derniers rounds, c'était dur à voir. Je suis un ultra fan de Nicky Holzken, mais là, c'était vraiment dur à regarder. Enfin, il a toujours eu un problème un petit peu avec le fait qu'il n'a pas beaucoup de mouvements de tête, etc. Mais là, c'est comme si il n'avait même pas envie d'essayer. Et les 2 derniers rounds, c'était un abattoir. C'est comme s'il n'avait plus envie d'être dans ce ring. C'est vraiment, c'est dur à regarder un peu. Hein. Franchement. Compliqué pour notre cher Nicky Holzken. Messieurs. Il faut qu'on parle d'un truc. Mansour Barnaoui, mec. Oui. Oui. Oh, mais oui. Mais oui, en plus d'ailleurs Mansour Barnaoui qui revient très prochainement dans le podcast La Sueur avec la ceinture, ça y est c'est booké, ça arrive dans les 2 prochaines semaines, attention, #teasing. Donc oui, Mansour Barnaoui, on avait annoncé qu'il allait rouler sur son adversaire, c'est ce qu'il a fait, il a effectivement son adversaire, il remporte donc la ceinture, 3e en carrière après le M1, après le Bama, champion du Road FC, il remporte en prime $1 million et là il valide aussi le petit trophée du tournoi, donc super, bravo Mansour Barnaoui. Bravo, ouais, et c'est juste, franchement, en plus du fait qu'il éclate absolument tout le monde et que là c'était un récital, le mec a pris sa flûte sans regarder la partition, tu vois. Et puis il y avait un petit peu de bad blood en plus entre eux deux. Donc, alors le bad blood, et s'il vous plaît, vous qui nous regardez à la maison, vous avez tous vu le film Batman The Dark Knight, vous savez ce que Bane fait quand il dit en posant sa main sur l'épaule « Do you think this gives you power over me ?» Et bien là, on a eu la version cocorico de Mansour Barnaoui. Il a fait un truc tellement alpha que même les alphas disent que c'est alpha. Le mec arrive pour un front contre front et Barnaoui, au lieu de le repousser ou de faire un truc un peu à l'arrache, ok, hop, main derrière la nuque et bite dans le huc. Et l'autre se sentait un peu gêné d'ailleurs parce qu'il s'est vraiment écrasé tel une larve. Oui, mais parce qu'il savait ce qui arrivait et ce qui est arrivé. Enfin, la prophétie, voilà, il n'y a pas eu de souci. En plus, donc Mansour, en fait, il a même pas eu à forcer. D'ailleurs, c'était assez, il a pas su une goutte. Enfin, très honnêtement, il s'est même permis à un moment donné en clinch de faire une Don Fry Takayama. Sauf qu'en fait, il a fait et Don Fry et Takayama à lui tout seul. et c'était juste sublime. Enfin, honnêtement, Mansour Barnaoui, c'est vraiment l'exemple de comment est-ce qu'il faut mener sa carrière quand t'es pas à l'UFC, quoi. Il est dans des organisations, ok, c'est le Road FC, n'empêche qu'il a démonté le cousin de Nurmagomedov, qui est un très bon. Il remporte $1 million. Il accumule les ceintures. Franchement, c'est sublime.
Et moi, en fait, j'adore regarder combattre Mansour Barnaoui parce qu'il apporte tout le temps des trucs super intéressants sur la table. C'est pas un mec qui est ultra académique dans sa façon de combattre, notamment debout, je trouve. Il a une façon qui est très particulière. Tu reconnais tout de suite hein, quand il combat. Je pense que c'est plus au feeling, tu vois. C'est pas un truc super académique. Parfois, il rentre, tu sais, pour attraper directement en clinch. Il va prendre 2-3 coups dans la course, mais il s'en tape, tu vois. Il a cette façon, il a un groove, tu vois, quand il bouge. Et par exemple, là, il a fait un truc contre le Coréen que j'aime beaucoup et qui a payé. C'est quand il était en clinch, il donnait des coups d'épaule. Et tu sentais, tu vois, c'est juste des coups d'épaule, mais tu sentais que le mec, il plaisantait pas sur ses coups d'épaule, tu vois. Et c'est la première fois que je vois cette technique qui fonctionne vraiment bien. Le seul autre personne qui le fait bien comme ça, c'est John Jones. Donc c'est une comparaison assez flatteuse. Moi, il y a un autre truc qu'il a pas fait dans ce combat, mais que j'adore et que je vois à chaque fois qu'il fait, c'est quand il sweep ses adversaires au sol. Il y a une façon de le faire. Quand tu sweeps, tu vois, à haut niveau, normalement, c'est des trucs que tu vois plus. Tu peux pas sweeper un mec qui a, je sais pas, 10 ans de lutte derrière lui et qui a tout vu, tu vois. C'est pas possible. Et pourtant, lui, il y arrive à chaque fois. Contre Shamil Zaborov, il l'a peut-être sweepé 4 fois pendant le combat. Contre Islam Makhachev, je crois que c'est 3 fois il le sweep. Et tu vois, Islam Makhachev, Shamil Zaborov. Et c'est toujours à peu près de la même manière, c'est qu'il laisse le mec aller en half guard, tu vois, genre en demi-garde. Et au moment où le gars essaie de passer en side total, il utilise l'inertie, ouais. Il utilise l'inertie et surtout il doit avoir une sacrée force quand même parce qu'il pousse rien qu'avec, c'est juste avec les bras, hein, c'est pas avec les jambes. Et il arrive à sweeper comme ça. Il le fait à chaque fois qu'il est au sol dans une position un peu difficile, il arrive à sweeper. D'ailleurs, je sweep mon ordinateur aussi. C'est l'émotion. Donc franchement ça et sa façon de prendre le dos et de sécuriser le rear naked choke. C'est un truc, mais niveau ADCC, tu vois. Genre là, je déconne pas, tu vois. Genre, et donc, c'est assez impressionnant. Moi qui suis plus généralement axé striking quand je regarde un combattant, moi quand je regarde Mansour Barnaoui, je croise les doigts pour que ça aille au sol parce qu'à chaque fois, il apporte des trucs assez nouveaux et tu vois pas ça à haut niveau, tu vois. Tu vois vraiment pas ça à haut niveau et donc stylé, je suis content pour lui et on lui souhaite le meilleur, quoi. On veut le voir où maintenant, messieurs? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Va-t-il aller à l'UFC? Va-t-il aller au Bellator? Sur la communauté, là, sur Instagram, puisqu'on avait fait un post en l'honneur de ce cher Mansour, c'était partagé à certains qui disaient UFC direct top 10, on veut voir fin ça un top 10. D'autres qui disaient, à juste titre, on avait déjà parlé même avec Mansour, c'était cette fameuse question de l'argent où en gros, il va arriver à l'UFC, il va être payé quasiment à coup de lance-pierre, puisqu'il vient quand même de remporter $1 million. Mais certes, là, il combattra pour le Legacy. Il y a les Kevin Lee, il y a les Islam Makhachev à aller chercher pour aller récupérer ces fameuses revanches. Donc vous voulez le voir où, là, directement? Si vous voulez aller dans 3 mois, là. Personnellement, c'est vrai que j'aurais d'abord tendance à dire on sait jamais en fait ce qui se passe à l'UFC, que ce soit par ton contrat ou que ce soit par les combats que tu décroches. Personnellement, j'aimerais bien d'abord, il a que 26 ans, putain. Donc personnellement, j'aimerais bien d'abord qu'il continue à accumuler des victoires. Ce qui est bien, c'est que vu ce qui se passe à l'UFC en ce moment, les noms, il y a une petite hémorragie quand même. Donc maintenant, en dehors de l'UFC, tu peux aller chercher des noms et des noms qui t'apportent vraiment de la crédibilité en plus de te proposer un vrai niveau. Que ce soit au ONE FC ou au Bellator, franchement, il y a peut-être encore une petite ceinture à aller chercher, peut-être encore un billet à faire et une expérience à encore se renforcer. Il n'est même pas encore dans son pic athlétique. Donc personnellement, qu'est-ce que tu en penses, Polydomso? Mais pour moi, continuer sur la tournée, le cercle itinérant, quoi. Ouais, alors moi je pense qu'en fait, il peut vraiment tout faire. Et là maintenant, en plus, le fait qu'il ait 1 million de côté, ça donne plus de perspectives et même ça donne plus de force dans les négociations à venir. Donc, parce que quand tu crèves pas la dalle, t'as moyen de dire je peux attendre, je peux aller ailleurs, allez vous faire foutre si vous n'êtes pas content. Donc ça c'est génial. Évidemment, moi je pense que Mansour Barnaoui, quelque part, je serais content pour lui personnellement parce que je trouve que j'adore ce combattant. Je serais content pour lui s'il continuait d'écumer en fait les circuits, on va dire secondaires. Et c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est genre c'est factuel. UFC, tu vois, pour engranger le max de blé, pour qu'il ait une super carrière et qu'il soit super content et que tu vois, il puisse tu vois, venir aux besoins de tout le monde dans son entourage et tout. Je lui souhaite que le meilleur pour ça. Au-delà de ça, si ça se passe comme ça, je serais très content pour lui personnellement. En revanche, je serais vraiment dégoûté qu'on n'ait pas. Je pense que Mansour Barnaoui, c'est un mec qui peut apporter sa pierre, tu vois, dans le top, tu vois. Et ce serait pierre à l'édifice. Ouais, sa pierre à l'édifice parce qu'il a. Non, mais il apporte quelque chose de vraiment spécial. Il a une façon de combattre vraiment spéciale. Et moi, j'aime bien voir ce genre de profil face au top du top, tu vois. Et je pense qu'il peut très largement s'illustrer dans ce top-là.
Et quelque part, s'il le fait pas, c'est comme avec Mamed Khalidov, quoi. Tu vois, on se dira, ouais, c'est cool. Mais bon, quelque part, j'aurais bien aimé voir Mamed Khalidov contre Anderson Silva, tu vois, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je pense que Mansour Barnaoui, c'est ça, tu vois. J'aimerais bien un combat, moi, qui me ferait rêver. Alors, je sais, on va me dire, ouais, mais tu t'emballes. Et oui, je m'emballe, c'est vrai, mais je pense que Mansour Barnaoui en 5 rounds contre Khabib, moi, je veux voir ce combat, tu vois. Genre, je veux voir. Rien que pour voir Khabib se faire swiper au moins une fois pour qu'ils se disent putain, ça m'est jamais arrivé de ma carrière. Enfin, disons, tempérons en disant au moins voir Mansour Barnaoui peut-être swiper Khabib. Voilà, parce que c'est quand même pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Bon, je dis, je m'emballe parce que je suis fan de Mansour Barnaoui. Mais non, en fait, toute proportion gardée, je pense que c'est un mec qui peut très largement faire de super combats contre le top 10, tu vois. Et j'ai envie de voir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs en ce moment, et je trouve qu'il a un jeu, tu vois, tu sais, en clinch, où il va exploser l'abdomen de ses adversaires en genoux, et puis au sol, il est loin d'être manchot, et puis il a cette façon de trouver la soumission dans les scramblings. Je pense qu'il apporte quelque chose de vraiment très, très, très intéressant, tu vois, dans cette catégorie qui est pour le moment, qui commence à faire la part belle aux lutteurs. Je pense qu'il arrive avec quelque chose qui est difficile à gérer, tu vois. Et en plus de ça, il a un physique assez atypique, qui est pas commun aussi, tu vois, dans cette catégorie. Donc, ça fait plein d'inconnus dans l'équation, et moi, j'ai envie de voir ça, tu vois. Enfin... Et il y a aussi un truc, et qui n'est pas du tout une petite inconnue dans l'équation, c'est aussi le fait que si d'aventure, on n'en sait rien, hein, mais si d'aventure le MMA venait à se légaliser en France, un des énormes pouvoirs qu'il aurait au niveau du levier, c'est peut-être que ce serait avec Francis notre plus gros représentant avec les meilleures chances de succès au plus haut niveau à l'UFC. Donc, si tu as Mansour et si l'UFC approche Mansour parce qu'elle vient faire un show à Paris ou on sait où, ben, il a du poids dans la balance, quoi. Complètement. Donc, Mansour Barnaoui qui est aussi et surtout tunisien. Oui, bonjour à tous nos amis tunisiens. Et oui, pour ma part, moi j'aimerais bien le voir d'abord au Bellator pour se faire un petit peu connaître du public américain, parce que Bellator quand même la catégorie lightweight était assez intéressante. Il y a Michael Chandler, maintenant le champ Patricio Pitbull, donc ce serait intéressant pour lui. Il y reste, allez, un an et demi, comme ça le public américain s'y fait, et là tu as ce côté, le mec qui a les 4 ceintures, c'est un nom connu, et puis là jackpot à l'UFC, parce que j'ai toujours cette peur quand même de il va arriver à l'UFC, il va y avoir les top fights, donc c'est clair, pour l'héritage c'est super, mais comme nous le disait Brahim Assoum, c'est vrai que quand tu commences à être dans cette position là d'avoir les top fights, c'est là que tu veux être payé, donc c'est vrai que tu vas pas te faire casser les gueules, mais on va dire prendre des dommages gratos, sachant que Mansour Barnaoui a quand même, certes il est jeune puisqu'il a que 26 ans, mais c'est vrai qu'il a quand même quelques guerres à son actif et plus de 20 combats, donc à un moment donné il faudrait aussi qui tempèrent un petit peu et disent ok maintenant pay me. Bref, ça y est, on se dit à la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine, si à la semaine prochaine messieurs, mais dans quelques jours pour répondre aux nombreuses questions de nos auditeurs. Donc vous pouvez poser des questions contact@lasueur.com ou sur Instagram @lasueur. On se fera un plaisir d'y répondre. Polydomso, mon cher Rust, à la prochaine. Un petit mot de la fin, Rust. j'ai pas confiance du tout en cette fin de Game of Thrones, mais alors vraiment pas. Ah non, moi non plus. Quelle merde. C'est dramatique. Ouais. Allez, bon allez, à la prochaine. Allez, au revoir. Soit.